Voilà, il est 12h31. On va être avec vous jusqu'à 14h. Et aujourd'hui, on va commencer avec une personnalité politique, Jocelyn Sapoti, le maire du Lamentin. Bonjour. Bonjour. Président aussi de l'association des maires. Il est accompagné de Madame Jessica Compère, qui est la secrétaire de l'association. Non, la directrice. Directrice, d'accord. Oh là là, oh l'impair. Bon, un peu plus tard, on va recevoir l'artiste Thierry Lima et aussi Aline Mijoin. On va terminer avec Noémie Mille et sa chronique Je libre ça là. Sinon, l'actualité, c'était la visite hier des députés, les nouveaux députés, nouveaux enfin entre guillemets, puisque Max Mathias n'est pas si nouveau que ça, mais Serva, ils sont rendus au CHU voir le personnel soignant. Et pour Yobayon Fosse, enfin, on entendra un peu ce qu'ils disent. La semaine de dépistage du VIH a commencé et on parlera du séminaire de sécurité publique avec Olivier Félix. Voilà un peu le sommaire. Petit parole à pays, là, Jodla, c'est quoi? Nous allons voir ça tout de suite. Tous les jours, on a un petit parole pays. Parole à pays, là, Jodla, en la comptait. Vous pouvez faire ça, vous voulez, en la comptait. Traduction, tu peux faire ce que tu veux, j'y suis, j'y reste. Extrait du livre de Marie-Noël Coquet de Benzo, à l'aise pour parler créole. Chaque jour, on choisit un petit parole à pays là et nous envoyons devant. Bien, alors je vous l'ai dit, on reçoit donc le président de l'association des maires de la Guadeloupe, l'AMG, c'est M. Sapoti. Bonjour, M. Sapoti. Bonjour aux auditeurs, bonjour à la Guadeloupe et spécialement. Permettez-moi, à l'ouverture cette semaine de la fête de Lamentin et en même temps du Salon des maires, que je puisse avoir une pensée pour les collectivités, pour les maires et pour les Lamentinois. On vous voit aussi en Martinique et en France. Alors, on dit bonjour, il faut dire bonjour. Bonjour Martinique, et d'autant plus qu'on va parler de la délégation Outre-mer, oui. Où effectivement la Martinique a pris une part importante dans la création de la délégation Outre-mer des maires. Oui. Donc j'envoie un bonjour pour Justin Pamphile, un bon Tchembéred, parce qu'il a beaucoup contribué, il m'a beaucoup aidé. Lors de cette initiative pour regrouper les maires de Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et pour faire des choses ensemble. Et voilà, donc il y a une initiative nouvelle, le Salon des maires. Alors oui. C'est quoi cette histoire de Salon des maires? Alors le Salon des maires est à sa deuxième édition. Ce n'est pas la première édition. Pour commencer, il faut dire que c'est un salon guadeloupéen. Donc pensé par des Guadeloupéens pour des Guadeloupéens. J'aime bien le dire comme ça, c'est le Salon des maires de la Guadeloupe. Ce Salon des maires de la Guadeloupe a, à mon avis, deux phases importantes. Premièrement, sous le volet économique, c'est mettre en contact les acheteurs publics, c'est-à-dire les collectivités, ceux qui font la commande publique, avec des entreprises, et des entreprises de la place, des entreprises guadeloupéennes, pour pouvoir faire du développement économique, mais pour pouvoir mettre en place aussi des politiques publiques. Tout simplement, quoi. Vous avez des acheteurs publics qui, des fois, ne savent pas que sur le marché guadeloupéen, il y a des entreprises qui peuvent répondre à leurs besoins. Il y a des entreprises qui peuvent leur faire des propositions. Il y a des entreprises qui peuvent même les emmener sur des choix en matière d'aménagement de leur territoire, etc. Et c'est de mettre en contact ces gens-là. C'est le premier aspect. Le deuxième aspect, maintenant, est beaucoup plus politique. Le deuxième aspect est beaucoup plus politique parce que l'association des maires de Guadeloupe, et ça, j'aimerais un jour que des journalistes puissent fouiller là-dessus, et parce que on ne parle pas de cela, mais je le dis et je le répéterai de plus en plus si on va chercher. L'association des maires de la Guadeloupe, l'AMG, a été la première, parce qu'elle est d'utilité publique, c'est une institution, à poser le problème institutionnel en Guadeloupe. D'accord. Ça remonte à quoi? Ça remonte à sa création dans les années 60. Donc, c'est pour vous dire que contrairement à ce qu'on a dit, une coquille vide, ou etc., etc. Non, c'est que l'association des maires, c'est vrai, a connu une période où c'était creux. Difficile. Voilà, non, il faut dire, où c'était creux, il ne se passait pas grand-chose, mais la mission de l'association des maires est une mission importante. Et d'ailleurs, je l'ai dit, vous avez des régions, vous avez des territoires où les associations des maires sont puissantes. Et l'AMF, l'Association des maires de France, est extrêmement puissante. Donc, c'était à nous à donner la dimension qu'il faut. Et j'espère que la Guadeloupe l'a vu, et vous-même, vous venez de le témoigner, l'association des maires de Guadeloupe a pris une dimension. Et cette dimension-là va dans le sens où elle porte sa contribution en matière de politique publique. Et porter sa contribution en matière de politique publique, c'est le deuxième aspect de ce salon-là. C'est-à-dire que nous avons une thématique qui est très forte, une thématique d'actualité, une thématique qui va engager la Guadeloupe sous les années à venir, c'est la
thématique du développement durable et des risques en matière de développement durable, enfin en matière climatique que la Guadeloupe supporte. Donc c'est économie, quelle économie pour la Guadeloupe, ville et territoire durable à l'horizon 2030. Pourquoi, Zanik, c'est très simple. Si on ne fait rien à partir de maintenant, c'est clair. 2030 sera trop tard. Oui, c'est pour ça qu'on dit horizon 2030. Ça ne veut pas dire qu'en 2030, on aura tout fait. Oui. Mais il faut déjà commencer maintenant à préparer les choses. Je donne un exemple très simple. Et je viens de le dire là ce matin. La Guadeloupe peut faire zéro fioul. La Guadeloupe peut faire zéro fioul. Oui. Mais pour faire zéro fioul, qu'est-ce qu'on fait de nos pompistes? Oui. Qu'est-ce qu'on fait de nos gérants d'association, de nos gérants de station? Il faut une reconversion professionnelle. Donc ça se prépare. Et ça se prépare sur le long terme. Mais ce n'est pas parce que, économiquement parlant, c'est un secteur qui existe qu'on doit dire, parce que ce secteur-là existe, il faut continuer en Guadeloupe à faire du fuel et à fonctionner avec cette énergie fossile qui, on sait, qui est dévastatrice pour l'environnement. Donc, c'est ça. On est dans cette dynamique de réflexion. Une autre dynamique, tu connais mon idéologie. Je suis un patriote guadeloupéen. Je pense que la Guadeloupe peut vivre en autonomie énergétique. Que la Guadeloupe peut s'autosuffire en grande partie sur le plan alimentaire et d'autres domaines. Mais ça se prépare. Et c'est là où l'association des maires lance dans ce salon le grand débat. Oui. Et je vais laisser la parole tout à l'heure à notre directrice qui pourra vous exposer tous les débats qu'il va y avoir et tous les partenaires qui vont intervenir. Je pose, José Sapoti, est-ce que les maires guadeloupéens ont cette conscience de ce que vous venez de dire? Vous voyez, dans tout corps, oui. Vous prenez un train, il faut une locomotive. Oui, d'accord. Il faut une locomotive. Oui. S'il y a la locomotive et que les autres s'accrochent à la locomotive et voient qu'on prend la bonne direction, eh bien, ils iront. Mais s'il n'y a pas de locomotive, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas d'accord. Ça veut dire tout simplement qu'il n'y a personne qui tire en avant. Donc, tout le monde reste là. Les maires de la Guadeloupe, oui, sont dans cette dynamique-là. Oui. Et notre volonté, c'est d'aller au-delà des maires de la Guadeloupe, à travers une délégation outre-mer. Alors, qu'est-ce que va apporter le plus? On va revenir sur le détail tout à l'heure avec Jessica, mais qu'est-ce qui va apporter le plus cette délégation outre-mer? Alors, cette délégation outre-mer, qui est une proposition émanant de l'association des maires de la Guadeloupe, c'est la réunion des maires de Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte, au sein d'une délégation qui dorénavant sera une instance de l'Association des maires de France. D'accord. Donc ce n'est pas un truc comme ça, un entre-soi, entre nous pour nous parler. Non. Dans cette instance-là, qui va générer d'ailleurs la modification des statuts de l'AMF, parce que qui va être totalement intégré là-dedans, va siéger le bureau même de l'AMF. Et cette instance doit se donner une puissance. Et pour avoir cette puissance, elle doit avoir aussi des maires qui ne sont pas des maires ultramarins, mais qui sont des maires de France, mais qui ont les mêmes difficultés et les mêmes problématiques que nous. L'éloignement par rapport au pouvoir central, les problèmes liés à l'eau, les problèmes liés au transport, les problèmes liés au désert médical, etc. Et faire en sorte que cette délégation soit dirigée par des outre-mer, mais avec une force de frappe qui va au-delà des outre-mer. Et l'AMF, comment elle vit Très bon accueil. Très, très bon accueil. Quand j'ai proposé ça au président Lisnard, d'ailleurs à un moment important, à un moment stratégique, qui était le moment de l'élection, qui était de le dire, président nous va voter Bao, mais voilà les conditions. Voilà, ça nous a fait. Et il l'a mis dans son programme. Et quand il a fait son discours d'intérêt général, politique, il a d'ailleurs beaucoup insisté là-dessus. Mais alors ça veut dire, José Sapoti, qu'il y aura un jour un congrès des maires de l'outre-mer quelque part, parce qu'il me semble qu'il y a quelques années, il y avait quelque chose de semblable ici. Alors, je pourrais dire, premier effet important de cette volonté, et je vais plus loin, c'est que cette délégation, et le débat actuel, ne veut pas s'enfermer uniquement aux maires. C'est vrai que les maires sont plus nombreux, donc en termes de force de frappe, c'est beaucoup plus important. Mais aussi au Sénat. Ça veut dire que cette délégation est ouverte à une délégation des sénateurs ultramarins. Dans la même dynamique
où on intègre aussi des territoires qui ne sont pas ultramarins, mais qui acceptent d'être dans une organisation dirigée par des ultramarins, où eux, ils viennent aussi défendre leur cause. Mais, vous savez... et on voit, nous, maintenant, c'est Oui. la dynamique que je lance, et je suis assez heureux des résultats des élections législatives ici-là. On va en parler tout à l'heure. Oui, puisque parmi les députés que moi j'ai soutenus, il y en a au moins 3 qui vont soutenir cette Parce que on va parler d'une... enfin, à peu près... c'est quelque chose à aussi. peu près ça, mais nous ne sommes pas tout à fait Sauf qu'on d'accord. lui a déjà dit, semble-t-il, que le terme outre-mer ne convient pas à la Oui, mais on a la nationale solution française. pour lui. Oui. Ah bon? On a la Bon, solution. bon, oui. On a la solution pour lui. La solution pour lui, c'est ce que le Sénat a réussi à faire. Oui. Et nous sommes, je pourrais dire en discussion, ça fait à peu près jusqu'à plus d'1 an, avec le Sénat sur cette question-là. D'accord. Et pas plus tard que le 28, j'ai à Paris une séance de travail très importante sur le Sénat et avec le président Larcher d'ailleurs, aussi du Sénat, sur ces questions-là. Donc ce ne sont pas des questions, voilà, Jocelyn Sapoti dans un petit coin là qui est avec Justin Pamphile de la Martinique. Non, c'est quelque chose qui prend une dimension, je vous dis, une dimension nationale. Et on a la solution pour nos députés. Oui, député. Et parce que ce sera difficile pour eux de faire un groupe parlementaire, Oui. mais ils peuvent faire un groupe outre-mer qui soit un groupe plus fort qu'un groupe parlementaire. C'est-à-dire que le groupe outre-mer, s'ils arrivent à trouver le dénominateur commun, tout comme on l'a fait à l'AMF, tout comme ça a été fait au Sénat, qui va au-delà des Outre-mer et sur des problématiques, mais qui sont des problématiques transversales qui concernent tout le monde. Donc un groupe dirigé par des ultramarins, mais qui peut agréger d'autres territoires de France, eh bien ils vont trouver des gens. Il avait pris contact avec la Corse, il m'avait dit. Mais bien sûr, non, m'a dit qu'il avait pris contact avec la Corse. on va trouver notamment des gens de la Corse, mais on va trouver d'autres territoires iliens, mais on va trouver même des territoires qui sont non iliens, mais qui souffrent des mêmes problèmes que nous, qui vont vouloir venir dans ce groupe-là et qui, il faut dire les choses, qui sera un groupe de pression et de lobby. D'accord. Et le même groupe peut exister chez les socialistes, chez les... même chez Macron, peut exister aussi chez les LR. Bon, au Front National, je ne crois pas trop. D'accord, Mais tu as compris? Oui. Mais de manière transversale, partout où il y a des gens qui ont un esprit républicain, ce même groupe-là, en dehors des clivages, peut exister et chacun peut jouer son rôle en matière de lobbying, il faut dire le mot. Oui. Hein? Et vous savez très bien, on ne va pas réinventer le monde. Hein? Quand on veut défendre ces territoires, quand on veut défendre un certain nombre de projets à l'Assemblée nationale, auprès des ministères, au Sénat, à l'AMF, c'est le lobbying qui fonctionne. Le lobbying, c'est vrai. Je me tourne vers Mme Compère. Vous avez souvent, en tant que directrice, travaillé tous les petites mains, comme on dit, enfin, petite façon de parler. Comment ça s'est organisé concrètement et pratiquement? Alors, merci de la question. Effectivement, les petites mains, pas de mal à ça. Donc, il faut savoir que l'association des maires, ce sont 2 petites mains, je dois dire. Oui, je sais. Donc, ma collaboratrice et moi-même. Et puis, nous avons quand même les élus du conseil d'administration qui ont été d'une grande aide. Hein. Nous avons eu un copil aussi là-dessus. Comment ça s'est organisé? Très concrètement, la première des choses, c'est qu'il fallait que ce salon s'autofinance. Oui. L'AMG n'a pas aujourd'hui vocation à utiliser, si vous voulez, les cotisations des communes, c'est-à-dire l'argent public pour une manifestation pareille. Donc l'idée était de pouvoir autofinancer cette manifestation. Nous avons donc sollicité des partenariats pour y parvenir. Les partenaires officiels, je dirais, qui sont notamment les partenaires affichés. Je veux citer la Banque des Territoires, les collectivités dites majeures, la région et le département, le CNFPT, et puis, je ne veux oublier personne, la CCI. Et les services de l'État au titre de l'ADL, notamment. Donc, nous avons sollicité tous ces partenaires-là sur le budget, les frais que nous avions à prendre à notre charge pour permettre la manifestation et qui ont répondu présent. Et d'ailleurs, le président les a déjà remerciés, mais on les remercie vraiment. Ensuite, il a vraiment fallu que ce ne soit pas finalement qu'un lieu
lieu où nous avons des entreprises privées ou même des institutions publiques qui viennent et qui ont un stand et qui sont là à attendre finalement des congressistes, il fallait aussi qu'on puisse avoir de la matière, pour ces cadres territoriaux, ces chefs de service, ces décideurs en fait publics qui ont besoin de piocher en fait dans la boîte à outils qu'on leur propose, qui est le salon, et trouver des solutions pour justement aller vers ces villes et territoires durables, Horizon 2030, comme nous l'avons décidé pour la thématique principale de ce salon. Donc l'ensemble, on a un planning de conférences sur les 2 journées. Alors ça se passe où? Alors ça se passe au WTC, au World Trade Center. Même pas au Lamentin? Non, pas au Lamentin, puisque le siège de l'Association des maires est au World Trade Center. Donc nous faisons la manifestation au WTC, d'où le partenaire notamment de la CCI, la Chambre de commerce. Et donc nous avons 2 journées, donc le jeudi entre 9h et 18h30 et puis le vendredi de 9h à 21h. Donc nous aurons une belle ouverture qui sera très innovante, pas protocolaire, mais nous avons voulu quelque chose de frais, de dynamique, et donc ce sera la surprise. Mais nous enchaînerons cette ouverture avec une table ronde, avec des experts, des scientifiques qui dérouleront, si vous voulez, la vision et je dirais même la vision prospective pour aller vers justement des villes et des territoires durables à Horizon 2030. Nous aurons d'autres interventions de partenaires sur le traitement des déchets, sur l'applicabilité de la loi ZAN, qui sont des mesures justement qui sont en cours. Donc là, on sera vraiment dans l'aspect formation, apporter de l'information nouvelle et information. Nous aurons des interventions de partenaires sur notamment des solutions de maîtrise de flotte de véhicules. On aura des interventions le vendredi sur la géothermie, sur les dispositifs de financement et d'accompagnement des collectivités sur tous les projets qui rentrent dans le cadre justement du développement durable. Nous aurons également des pitchs d'entreprises privées qui apportent justement des solutions dans le photovoltaïque, le solaire, dans la dématérialisation des services, des collectivités. En fait, un ensemble de partenaires qui ont tous en commun finalement le fait de travailler, d'être des fournisseurs de solutions, de produits, d'applications pour les collectivités territoriales et les communes. Mais je sais, ça veut dire que l'association des maires va devenir une vraie structure. Enfin, quand je dis une vraie structure, non, mais il ne faut pas le prendre ça de façon péjorative, c'est-à-dire qu'en dehors de l'aspect réunion ponctuelle de l'association, il va y avoir un développement à l'AMG. C'est déjà ça. C'est déjà ça. L'AMG Guadeloupe dépasse aujourd'hui, en termes de rayonnement, le territoire de la Guadeloupe. Puisque ce travail dont je vous parle, là, non seulement pour ce salon, c'est un travail qui se prépare en conception. Oui, bien sûr. On a eu 2 mois pour le préparer sur le plan matériel, physique. Ce qui est très court. Ce qui est très court. Mais en termes de réflexion, en termes de projection, etc., c'est un travail de réflexion sur une année. Ensuite, la délégation outre-mer dont on vous parle, c'est un travail avec des contacts réguliers, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte, beaucoup de visio. C'est quelque chose de nouveau que le Covid nous a amené, mais qui nous a fait du bien. Beaucoup de visio. C'est des rencontres avec l'ensemble des maires de France au bureau de l'AMF et avec la direction de l'AMF et le président de l'AMF, de discussion et de négociation sur le contenu, la place, la force de cela. Non, nous voulons vraiment que l'association des maires de Guadeloupe ne soit pas uniquement comme ça a été avant, juste un rouage pour l'État. D'accord, justement, c'était ça ma question. Oui, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'association des maires a toujours été importante, mais juste un rouage pour l'État, parce que l'État ne peut pas fonctionner sans l'association des maires. Ça, les gens ne le savent pas, mais ça, c'est parce que c'est pour ça que l'association des maires est indispensable et qu'elle est d'utilité publique et que c'est une véritable institution, même si ce n'est pas une collectivité. Mais elle s'est trop longtemps contentée d'être juste un rouage pour l'État. Aujourd'hui, c'est pas pour rien que quand la ministre des Outre-mer arrive, parmi les 3 personnalités qu'elle doit rencontrer, il faut qu'elle rencontre le président de l'association des maires. Une question, quand même, c'est deux questions. Premièrement, j'ai vu dans la liste des partenaires, il n'y a aucune EPCI. Pourquoi? C'est une vraie question et une belle question. Je vous explique. Notre volonté à nous,
c'est que les EPCI intègrent l'association. Ah, Parce que... ça sonne bab, ça. ben justement, c'est que nous ne voulons pas que ça soit bas. Non, mais on ne fait pas, mais en radio. Quoi. Non, pourquoi je vous dis ça? Parce Oui. que d'autres ont réussi ça ailleurs. Oui, d'accord. D'autres ont réussi ça ailleurs, et à mon avis, c'est un plus. Parce qu'à un certain moment, il faut que les EPCI puissent aussi se regrouper Tout et à fait, s'organiser. Tout à fait. Et faire une association uniquement des EPCI, ça peut se faire, Oui. mais à mon avis, ça On va va... élargir un peu, c'est ça. Non, ça va manquer en termes de consistance parce que... Il n'y en a que 5, 4. Voilà. Et puis, il faut... C'est pour ça, par exemple, vous me parlez par exemple du lien avec l'AMF. Le lien avec l'AMF est important. Pourquoi? Jessica vient de le dire. Chez nous, nous avons 2 agents. Une directrice et ensuite, Ouais. nous avons un agent qui est en charge de tout ce qui est comptable, de tout ce qui est administratif. Mais vous avez besoin d'expertise. Aussi. Surtout quand vous voulez donner une dimension comme celle-là à une association. Par exemple, sur la question de l'octroi de mer, j'ai rencontré la ministre dernièrement. Sous la réforme de l'octroi de mer, eh bien, nous serons au cœur du débat. La réforme de l'octroi de mer ne se fera pas Oui. sans réflexion et participation des maires de Guadeloupe. Et les maires de Guadeloupe seront présents à travers leur association. Mais pour faire ça, il nous faudra de l'expertise. Oui. Une expertise, ça coûte. On ne sait pas faire ça, nous. Mais le fait d'être affilié à l'Association des maires de France, Oui. Ça va faciliter le... nous avons cette expertise à notre disposition, puisqu'il y a des conventions avec des experts, etc. Mais nous avons aussi nos liens en Guadeloupe. Nous, ça c'est l'équation personnelle peut-être de Jocelyn Sapoti ou d'autres élus qui sont au conseil d'administration, il n'y a pas que moi, de Jules Otto, d'Éric André, etc., où nous pouvons travailler par exemple avec le CAGI. Nous avons déjà rencontré le CAGI et nous avons pour objectif à l'Association des maires de Guadeloupe de continuer à mener des réflexions avec le CAGI, par exemple sur la question institutionnelle. D'accord. Pierre-Yves Chicot est par exemple un des experts avec lesquels nous travaillons régulièrement et sur lesquels nous avons déjà bâti un fonds de travail sur la question de la décentralisation et du pouvoir local. Donc vous voyez que l'Association des maires travaille en profondeur mais sans taux d'expertise. Alors, avant-dernière question qui n'a rien à voir. Je ne vous ai pas demandé en début votre réaction sur les derniers événements politiques de la Guadeloupe, c'est-à-dire les législatives, surpris par les résultats ou confortés? Alors, 2 choses, un peu en contradiction d'ailleurs. Heureux et inquiet. Oui. Heureux, pourquoi? Parce que je suis un homme politique, donc je suis investi et le GPS que vous connaissez a proposé, elle n'a pas investi parce que nous ne sommes pas un parti politique, mais a proposé, quand même dans une union avec d'autres, des progressistes, 2 candidats. Ils sont 2 candidats qui viennent de chez nous que nous avons proposés, c'est-à-dire Christian Baptiste et Élie Califère, qui ont été brillamment élus. Donc c'est une satisfaction. 3e satisfaction, au 2e tour, nous nous sommes très clairement positionnés du côté de Max Mathiasin. Vous l'avez sauvé. On a fait ce qu'on pouvait. Oui. Mais je voulais aussi qu'il soit sauvé dans cette configuration. Toute la Guadeloupe le souhaitait, en fait, je pense. D'accord. Donc c'est une satisfaction à ce niveau-là. Par contre, j'ai une inquiétude quand même. Une inquiétude profonde quand même quand je vois autant de Guadeloupéens, que je connais bien d'ailleurs, et qui sont des Guadeloupéens d'ailleurs, qui pour certains, beaucoup, je vous le dis, se disent patriotes. Oui. Se disent patriotes. Tout à fait. C'est ça la contradiction. Et qui votent le Front National. Ouais. Je ne dis pas la RN, moi, Ouais. parce que, à part qu'elle c'est mon moi. Ouais. La RN, ce n'est qu'un habillage Tout à fait. pour tromper. C'est-à-dire que son grand robe lui mettre ici pour tromper, mais en bas robe là, la enlevé, c'est Fonds National. Fonds National qui va. Donc, il n'y a pas. D'accord? Je suis comme ça, je dis les choses. Donc, ça m'inquiète pourquoi? Parce que je me dis, c'est que nous n'avons pas retenu les leçons de l'histoire. C'est que nous avons oublié nous-mêmes nos livres et ce que nous avons appris sur les bancs de l'école. Ouais. Non, mais les gens qui disent ça, peut-être qu'ils disent que ça, ils disent pas mon leçon encore intellectuelle, encore bien comme ça. Mais non, mais c'est la vie. Famille nous pas voyer nous l'école pour rien quand même. Quand même. Si famille moi investi autant l'argent pour te voyer moi l'école, c'est pour moi retiens non putain. J'ai appris à l'école
qu'à chaque fois qu'il y avait des crises majeures, à chaque fois qu'il y avait récession économique, à chaque fois qu'il y avait inflation, à chaque fois qu'il y avait incertitude par rapport à l'avenir, il y avait un réflexe d'aller vers l'extrême droite. Et l'histoire nous donne des résultats que ça a donné. On va chercher, ça a donné Hitler. Ouais. C'est la vérité. On n'a qu'à aller chercher dans les livres d'histoire. Dans le même contexte économique. Ça a donné Mussolini. Mussolini aussi. Ça a donné Franco. C'est clair. Ensuite, tout près de nous, là, aux États-Unis, ça a donné Trump. On va chercher pas très loin, à quelques kilomètres de chez nous. Ça a donné Bolsonaro. Mais regardez les résultats que ça donne. Regardez ce que ça a donné sur le plan historique. On a eu Gratien Candace, on l'oublie quelquefois, mais il n'était pas de gauche, hein, de Gratien Candace. Mais bien sûr. Non, à chaque fois, ce réflexe-là, qui ressemble à une espèce de romantisme, où on s'enferme dans un entre-soi, où on se dit que la crise, c'est la faute de l'autre. On fait du nombrilisme. On dit, voilà, s'il n'y avait pas les autres, que c'est à cause d'eux, etc., etc. On ne se rend pas compte qu'on ne se trompe pas. Et qu'à chaque fois, ces idéologies-là. Je vais vous dire quelque chose, Anis. J'ai vu le changement en 24 heures du comportement de Marine Le Pen. Et j'attire l'attention des Guadeloupéens là-dessus. Quand un journaliste lui pose la question, dorénavant, vous êtes plus nombreux à l'Assemblée nationale. Avec un sourire narquois, elle dit oui, dorénavant, l'Assemblée nationale sera un peu plus nationale. Ouais, ouais. Ça veut dire quoi? Ouais. Ça veut dire qu'elle sera un peu plus franco-française? Voilà. Ça veut dire qu'elle sera un peu plus blanche. C'est ça que ça veut dire. Son naturel est revenu au galop tout de suite. Deuxième question, un journaliste lui pose. Mais vous vous attendiez pas à ce résultat-là? Comment se fait-il que vous-même, vous n'ayez pas annoncé un tel résultat et que ce résultat arrive? La vieille garde à qui on a demandé d'être muette a fait le travail. Ouais. Ça a été sa réponse, hein? Et très fier. La vieille garde à qui on a demandé d'être muette a fait le travail. Ça veut dire qu'elle ne s'est pas défaite de la vieille garde. Ça veut dire que la vieille garde est toujours là. Ça veut dire que la vieille garde, c'est qui? Mais Zemmour aussi a fait le travail. D'accord. La vieille garde, c'est qui? On la connaît, la vieille garde. Hein? Ouais. Donc, très clairement, elle n'a pas changé. Et je vais vous dire autre chose. Je peux choquer quand je dis ça. Un communiste peut devenir socialiste. Un socialiste peut devenir communiste. Un homme de droite peut devenir un homme de gauche. Un raciste reste un raciste toute sa vie. Alors, juste un dernier mot sur ça. Est-ce que, depuis à peu près une vingtaine d'années, on n'a pas sous-estimé la présence des idées d'extrême droite ici? Je veux parler depuis l'époque d'Ibo Simon. Mais ça a commencé par là. Oui. Mais Excusez-moi de rien dire n'a ça. été fait. Je peux choquer en disant ça, Ouais. mais c'était déjà des idées d'extrême droite. Ouais. À partir du moment où on prêche la suprématie d'une race sur une autre, même la sienne, parce qu'on peut être un nègre, Ouais. mais on peut estimer qu'il est blanc, puis il faut qu'il nègre. Il nègre, c'est couillon. C'était ça le discours. Tout à fait. Qu'un nègre pas bon, nègre, c'est couillon. C'est déjà la suprématie d'une race sur une autre. Et c'est cette idéologie de suprématie d'une race sur une autre qui a engendré, par la suite, l'esclavage. Pour dire que les Noirs sont des sous, Les meubles. des meubles. Ouais. Ce ne sont pas des êtres humains. Et, on vous dit à l'époque, ils n'ont pas d'âme. Ouais. Comprenez? Donc, c'est parti de là. On ne peut pas oublier ça. Quand tu as été à l'école, on t'a instruit, tu as appris ça quand même. On ne peut pas oublier ça. Et on ne peut pas revenir aujourd'hui à cela et accepter cela. Donc, ça veut dire, oui, il y a un travail à faire, Danick. Et le travail qu'il y a fait... qui fait travailler là, ça aussi. Mais ni mon nègre a voté Front National, on a dit ça. Ouais, d'accord. On a choqué l'engagement, ça m'a dit la vérité. Hein? Ni mon a connaître mon nègre a voté Front National. Hein? Non, ça. Bon, vous savez ça au moins même. Ça aussi. Donc, ça veut dire que nous n'avons un problème. Ouais. On a perdu nos fondamentaux. On a perdu l'essence même de ce que nous sommes. Et ça me pose un problème. Ça veut dire qu'il y a une éducation à faire. C'est-à-dire qu'on peut déchirer moins avec des hommes politiques sur lesquels nous ne sommes pas d'accord, si qui j'en met de l'eau en Guadeloupe, si qui j'en pour payer de l'eau là, si qui choix pour nous faire en matière énergétique, etc. Mais sur la question de la société humaine et l'acceptation de celui qui est différent de moi comme étant mon égal, comme étant un homme comme moi,
quelle que soit la couleur de sa peau, quelle que soit sa religion, quelle que soit son origine, sur ça, je ne badine pas. Merci, Jocelyn. Juste un petit mot, Jessica Compère, l'ouverture, c'est bien jeudi? C'est cela. À quelle heure? L'ouverture, alors jeudi à 9h30 précise, mais le salon sera ouvert dès 9h aux congressistes. On vous remercie d'être venu. Voilà, il est 13h02. On prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure pour la suite de nos invités. À tout de suite. Mais on retrouve sur le plateau du ZCL News. On va recevoir dans un instant Aline Mijoin. Bonjour. Bonjour. Donc, allez prendre le temps de garder nous. Et Thierry Lima. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous enfin. Et c'est une bonne chose. On a parlé souvent, on le voit avec Aline, mais c'est bien d'être en direct avec nous. On va tout de suite faire un petit tour dans l'actualité, puisque les nouveaux députés, deux parmi eux en tout cas, rendaient une visite hier au personnel suspendu et soignant qui se trouve au BIC. Reportage Michel Al... On regarde. Oui, c'est une action symbolique. On vient d'être élu à la députation et avec le collègue Mathiazin, j'ai voulu rencontrer le personnel suspendu au CHU et aussi sur toute la Guadeloupe, sur le BIC. Pourquoi? Pour leur signaler et leur signifier que le dossier prioritaire pour nous, c'est la réintégration des soignants suspendus non vaccinés et aussi qu'ils soient indemnisés sur leurs jours non travaillés et non payés. Eh bien, comme nous avons toujours répété, nous, de toutes les manières, nous avons mené combat en nous, si le terrain, si tous les terrains, quel que soit, mais qui ouvre pas, il y a des députés qui est élu en plus, WW, tout neuf, et il y a un rôle à jouer. Donc, c'était effectivement important que nous rappelions qu'il y a un rôle, mais que surtout que la situation est très urgente, parce qu'il y a répété pendant la campagne, il y a tout un, qu'effectivement, qu'il y a que gourmet pour réintégration à les soignants, que ce n'est pas normal, que la situation est catastrophique. Donc, à présent qu'il y a élu, nous avons rappelé que véritablement, la situation est catastrophique et urgente. C'est une symbolique importante parce que je pars à Paris demain, il y a une constitution de groupe, on va se battre pour le groupe parlementaire. On a accusé réception de leurs demandes et on leur dit qu'on est effectivement à la tâche avec eux au combat pour que à la fois ces personnels puissent réintégrer leur service, pouvoir être au chevet du soignant parce qu'on a des déserts médicaux en Guadeloupe. On ne peut pas accepter que ne serait-ce qu'un doigt, qu'une main, qu'un pied, qu'une tête de soignant manque au chevet du soignant. Et puis on doit aussi dire que derrière ces personnes, il y a des enfants, des étudiants qui doivent poursuivre leurs études. On ne peut pas accepter que tout ceci soit pénalisé. Je dis aussi que nous avons affaire à des personnels qui sont formés, des personnels qui ont un diplôme et on ne peut pas leur demander de traverser la rue parce qu'en fait, nous sommes entourés d'eau. Donc c'est important. Il y a eu des échanges directs. On a entendu la souffrance des hommes, des femmes, des personnes et on ne peut que entendre cela et on ira défendre ceci bec et ongle. Le président de la République a déjà dit oui, puis non, puis oui, pas bien savent, mais en tout cas, il n'a pas la majorité là. On fera en sorte que nous puissions peser politiquement pour qu'ils puissent rapidement réintégrer nos soignants en Guadeloupe, en Martinique. Et que donc, par conséquent, il faut que tout de suite, qu'il y ait fait ça qu'il y a fait pour faire en sorte de supprimer le décret là, ça, de mettre en place un nouveau décret pour réintégration à les salariés, pour payer salaire à eux qu'ils ont doué depuis fort longtemps, mais pour aussi payer les préjudices subis. Parce que 8 mois sans salaire, on a bien pensé que ça a fait un lot et c'est véritablement des résistants puisque c'est des gens qui ne peuvent pas nourrir famille à eux, qui ne peuvent pas payer loyer à eux, qui ne peuvent pas payer voiture à eux, qui peuvent recevoir des lettres de relance tous les jours et qui malgré tout là, déterminés et toujours au combat. Donc simplement c'était pour rappeler qu'il y a un rôle et que là par conséquent, compte tenu de la situation là, qui pour les salariés, mais qui pour les Guadeloupéens, puisque nous bien entendons que les urgences sont fermées aussi, donc qui pour les salariés, qui pour les Guadeloupéens, rappelez que la situation là vraiment très grave et que là il faut porter mon œuvre. Il y avait donc aussi Max Mathiazin, présent de cette réunion. Alors donc, comme on dit en anglais, c'est wait and see, puisque aujourd'hui, Servat et les trois autres députés ils sont en France aujourd'hui. On sait que Macron a beaucoup de difficultés avec sa nouvelle majorité. Et donc, il va falloir attendre quelques jours pour savoir un peu ce qui va être décidé sous ce plan-là. Semaine du dépistage du VIH, on en parle depuis quelque temps. Michel Héraclide, encore lui, il était sur place. Et justement, un pays où il manque des soignants. On se demande même si cette semaine de dépistage a eu toute l'ampleur nécessaire. On regarde le reportage. Aujourd'hui, la maison de santé s'associe au CEGID et à AIDS
pour organiser cet événement d'information et de dépistage dans le cadre de la semaine caribéenne de dépistage des infections sexuellement transmissibles, les IST. Voilà. Et l'idée, c'était que la maison de santé puisse s'inscrire dans cette semaine et puisse proposer à Trois-Rivières, à la population de Trois-Rivières, d'être informée et de se faire dépister sur place en fonction de leurs souhaits. Je fais un test à madame, un test TROD, un test combiné VIH syphilis. On va avoir le résultat rapidement. Alors, attendez, j'appuie bien fort. Alors, on prélève le sang. Voilà. 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 OK. Voilà. Voilà. On met le petit liquide là-dedans, le liquide sanguin là-dedans. Je ferme. On verse dans la cupule. On verse un petit peu. Voilà. C'est simple à faire. Et on va verser le diluant. Et on aura le résultat tout à l'heure. Là, normalement, il faut qu'il y ait un point qui apparaît, c'est le point de contrôle, un petit point bleu. Ça veut dire que le test a bien fonctionné. Il est fiable. Et il n'y a pas d'autres points qui apparaissent. Donc, madame, votre test est négatif. Ça veut dire que vous n'avez, au jour d'aujourd'hui, ni VIH, ni syphilis. Il faut savoir que nous avons une permanence, une fois par mois à la maison de santé, ici à Trois-Rivières. Mais dans le cadre de la semaine caribéenne de dépistage, nous avons, une journée un peu plus amplifiée, avec des horaires différentes, pour justement faire de la prévention, la lutte contre le VIH et les hépatites, notamment le B et le C. Enfin, en dépistage, nous, on fait le B et le C. Voilà. Alors, habituellement, nous proposons aux personnes, certes, de faire les dépistages, mais aussi nous apportons d'autres informations à base de la documentation de toutes sortes, gratuites, que les gens donc peuvent prendre et consulter chez eux. Et nous avons aussi un autre outil de prévention qui est le préservatif. Alors, nous avons le préservatif interne, le féminin, et le préservatif externe, le préservatif masculin. Voilà. Il est 13h14. Je vous l'ai dit, on va parler comme chaque quinzaine maintenant, régulièrement depuis plusieurs mois maintenant. On est en fin de saison avec Aline Moreau. Bonjour Aline. Bonjour. Alors, il faut dire que cette rubrique, cette chronique sur la vue est devenue presque indispensable. Parce que si vous ne pouvez pas faire ailleurs. C'est clair. C'est tout de suite le générique et on commence. Je le disais, cette chronique sur la vue est devenue indispensable et les retours qu'on a sont positifs. Ça veut dire que désormais, on va se retrouver à la rentrée, j'espère, oui. Avec grand plaisir et merci de reconduire. Merci beaucoup, merci de la confiance. Merci de la confiance. Avant la rentrée, il y a les vacances. Et absolument. Quand je pars en vacances, qu'est-ce que je fais? J'emporte mes lunettes? Alors ça, c'est déjà ça. Alors parmi les différentes choses qui peuvent être dans une valise, oui. Les lunettes peuvent être dans la valise et les petits conseils de mon opticien donc, par rapport à tout cela. Donc la première des choses, c'est parmi les lunettes. Donc on a les lunettes optiques, oui. On a aussi les solaires puisque les vacances, c'est aussi... nécessaire, voilà, c'est quelque chose. C'est synonyme de soleil, de protection. Donc, l'idée, c'est déjà de choisir toujours les bonnes paires de lunettes de manière à pouvoir être protégé par rapport au filtre, par exemple, au filtre des verres, d'avoir toujours les bons conseils par rapport à ces choix-là, à savoir tant au niveau du filtre de verre, tant au niveau des traitements contre la salissure, les traitements contre les chocs. Et l'autre chose aussi qui est important, c'est qu'aujourd'hui, les lunettes de soleil peuvent être mises à la vue. Donc, beaucoup, maintenant, ont recours à cette solution-là, du fait que, dans le cadre des offres que les opticiens font,
il y a aussi cette fameuse deuxième paire qui peut être à la vue. Et j'ai envie de dire de privilégier en tout cas cette paire-là, de privilégier la performance, parce que souvent les vacances, c'est aussi l'envie de pouvoir changer de lunettes. Parfois, toutes les lunettes ne sont pas corrigées, mais s'il y a une conduite, s'il y a des moments particuliers où la vision est sollicitée, donc déjà de privilégier cette lunette de soleil à la vue. Ça veut dire, Aline, qu'il faut éviter d'acheter des lunettes sous le bord de la rue Frébeau? J'estime que le bord de la rue Frébeau, il n'y a pas de lunettes. Il y a de la pacotille, il y a plein de choses. Non, mais il faut le dire, mais ouais. Ce qui est posé sous la rue Frébeau, ça peut servir de serre-tête, ouais. Mais sûrement pas de lunettes de protection. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la notion du choix des verres, de la qualité des verres, parce que comme on l'avait dit une fois, le verre ne filtre pas simplement parce qu'il est foncé, il filtre par rapport à sa qualité. Et cette qualité, l'opticien le garantit de manière particulière. Et parmi les verres, moi je dis le nec plus ultra en matière de verre solaire, c'est le polarisant, surtout que nous sommes dans des zones d'ensoleillement importants, au niveau de la mer, au niveau de la conduite. Et le verre polarisant nous permet d'avoir une protection à la fois, une vision nette, une vision, le contraste est meilleur, tout simplement parce que ce verre-là protège à la fois des UV, à la fois de l'éblouissement, mais aussi de la réverbération. Et ça apporte un confort supplémentaire. Est-ce que ça signifie que ce verre polarisant, on peut l'utiliser même le soir en conduite? Alors, surtout pas. Dès l'instant où on parle de solaire, c'est pour la journée. La conduite, alors c'est vrai que certaines personnes, quand ils sont un peu éblouis par les phares de voiture, ont tendance à porter des lunettes de soleil. C'est quelque chose à éviter parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, ça peut diminuer le contraste en soirée. Alors autant que polarisant augmente le contraste en journée, mais en soirée, vous diminuez la quantité de lumière qui rentre dans l'œil. Donc, au niveau des bas-côtés, surtout nos bas-côtés qui ne sont pas toujours bien éclairés, c'est quelque chose à éviter. Pour la conduite de nuit, il y a des verres particulièrement posés pour cela. C'est le verre jaune et qui permet de justement augmenter cette luminosité et augmenter le contraste. Donc, à privilégier si effectivement il y a des soucis d'éblouissement par rapport aux phares de voiture. Alors, en ce qui concerne les conseils à donner, est-ce qu'il y a des précautions particulières pour les enfants? Alors, pour les enfants, j'insiste beaucoup sur le choix des lunettes des enfants parce que souvent, on a tendance à choisir des lunettes gadgets pour les enfants. Et la vision des enfants, les yeux des enfants ne sont pas encore totalement formés, donc totalement prêts à résister à toutes les agressions qu'ils peuvent avoir. Donc, j'insiste particulièrement pour dire que pour les enfants, il faut des verres choisis chez un opticien, de prendre le temps de choisir des verres avec une véritable protection et que quand on a pris le temps de les choisir, qu'on veille aussi à ce que les enfants les portent, particulièrement dans des moments de fort ensoleillement. Quand ils sont à la plage, souvent on voit des enfants qui passent une journée à la plage sans protection solaire. On pense parfois à leur mettre de la protection au niveau de la peau, mais il faut aussi penser à protéger les yeux des enfants parce que le problème du soleil, le problème des yeux, c'est que ce sont des effets cumulatifs. C'est-à-dire que parfois, vous pouvez avoir le problème. Il peut y avoir, par exemple, une ophtalmie, c'est-à-dire une brûlure au niveau des yeux. Et ça, on le sait de suite. Mais souvent, ce sont des problèmes cumulatifs et qui se révèlent plus tard. Donc, on ne se rend pas compte de la nocivité des rayons de soleil à ce moment-là, sous les enfants. Et plus tard, ce sont des enfants qui peuvent avoir des problèmes beaucoup plus importants qu'on n'aura pas su prévenir précédemment. Alors, on protège les yeux, mais est-ce qu'il faut protéger les lunettes? Oui, alors... Pareil, alors les vacances, je souris parce que les vacances, c'est souvent le moment où on est un peu plus tête en l'air, et je parle un peu même pour moi, où on est moins soigneux, on n'a peut-être pas forcément, on a la tête un peu ailleurs, en tout cas, on pense à autre chose. Et j'insiste sur le fait que les lunettes, la première des choses, c'est de les protéger. Quand on ne les porte pas sur le nez, les protéger dans l'étui. Généralement, l'opticien vous offre un étui rigide, donc pensez à remettre vos lunettes dans l'étui, à minima dans un étui souple, au moins pour protéger les verres. Toujours soigner et nettoyer ses lunettes avec les bons tissus ou les bonnes lingettes. Donc, ça peut être ou des microfibres qui sont proposées par l'opticien ou alors des petites lingettes préhumidifiées. Et je conseille toujours
dès l'instant où on parle d'optique, de toujours s'adresser au professionnel de l'optique qui est l'opticien. Pourquoi? Parce qu'on arrive parfois à trouver des lingettes en grande surface, mais qui ne sont pas toujours adaptées aux différents traitements des verres. Et parfois, en voulant bien faire, vous êtes parfois amené à abîmer vos verres parce que vous n'utilisez pas toujours les bons produits. Chez l'opticien, les produits qu'on vous propose et qu'on utilise garantissent normalement la qualité des soins par rapport aux lunettes. Et j'insiste, on voit par exemple en télé le fait de pouvoir laver les lunettes. Il faut les laver régulièrement. Pas la machine à laver quand même. Non. Les laver tout simplement à l'eau et au savon. Et avec un savon très simple. Ne pas chercher à compliquer les choses. Oui. Du savon très simple. Je dis savon Marseille. Oui. Enfin, quand je dis savon, quand je dis savon Marseille, c'est gens nous qui parlent. Savon Marseille, c'est pas une marque. C'est comme ça. Voilà. Dans le sens où je l'ai dit, pas un marque à savon. Mais en fait, un savon très simple, les laver régulièrement. Et surtout quand on va à la plage, surtout quand on va en mer, pensez à les laver à l'eau claire pour que le sel marin ne reste pas et n'abîme pas les verres. Et puis toujours, donc, ne pas les laisser dans la voiture. Oui. Ne pas les laisser dans la voiture, surtout quand on en a plusieurs. Oui. Ne pas les laisser en tout cas là où il y a des sources de chaleur. Et puis quand on voyage, quand on part, pensez à avoir la paire de rechange. Parce que, on ne sait jamais. Voilà, avoir toujours la petite paire de rechange dans le sac. En tout cas, si vous n'avez pas la paire de rechange, généralement, l'opticien vous remet un petit carton où vous avez toutes les valeurs de vos verres. Oui. Partez toujours avec tous les éléments au cas où vous auriez un problème, perte, casse. Au moins, vous avez des éléments qui vous permettent de réagir et de trouver des solutions. Parce que quand on est loin quand on est loin de la maison, parfois, c'est à ce moment-là que les choses peuvent être un peu plus gênante. Alors, je l'ai dit en début d'émission, on reçoit aussi Thierry Lima. Thierry Lima, dont on a beaucoup parlé cette saison, confinement par confinement. Il s'est fait voir, il a coloré un petit peu, on peut dire, le paysage lunetier chez vous, Aline, mais pas seulement, puisque beaucoup de gens ont vu le travail qu'il a fait. Il a une carte blanche. J'ai même envie de dire c'est une carte colorée. Ah oui, tout à fait. Mais c'était une merveilleuse carte et je remercie Thierry de sa présence au magasin. Il a apporté de la couleur. Oui. Et je dis, dans cette période de morosité post-Covid, il nous a apporté de la couleur. Il a apporté ce côté ciel bleu qu'on avait besoin. Et je remercie vraiment Thierry parce ça a été d'une grande générosité au-delà de... Et puis, c'est quelqu'un d'extrêmement talentueux. Oui. Et je connaissais Thierry, mais j'ai appris à connaître Thierry dans sa dimension d'artiste. Et bravo Thierry pour le partage qui a été fait au magasin. Alors Thierry, merci d'être là. Alors, comment c'est venu cette idée de colorer, du coloriage? Enfin, quand on dit coloriage, artistiquement, c'est pas le terme, mais je l'utilise vraiment, parce qu'on a vu que vous avez peint des gens, vous avez fait de la peinture sur tissu, mais pas sur l'humain. J'ai assisté à ça. Comment c'est venu tout ça? L'idée de la naissance même de ce que je suis plasticien, mettre en couleur soit une toile ou la peau, la personne, c'est mon père qui m'a donné cette fibre depuis le plus jeune âge, sans le savoir. Il m'a transmis cette passion et je pense aussi j'avais déjà ce don naturel à ma naissance. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut peindre quelqu'un, on peut faire une peinture sur quelqu'un, en fait, finalement. Bien sûr, la personne reste un support. Oui. On ne peut pas peindre comme sur une toile 2D ou sur un mur, mais c'est vrai qu'il y a certaines choses à respecter, comme les volumes, la lumière, l'ombre, par rapport aux différents volumes qu'on peut retrouver sur le corps humain. Oui. Alors, il y a eu beaucoup de choses cette année. J'ai eu l'occasion d'en voir. Et samedi prochain, il y a un show. Oui. Alors finissage, on appelle comme ça, finissage. Voilà, en fait, pour clôturer cette résidence depuis le mois de février, nous arrivons... C'est le février, c'est vrai. Depuis le mois de février, nous arrivons vraiment... à l'apothéose de cette carte blanche. J'ai eu 3 cartes blanches et pour cette dernière carte blanche, pour ce dernier samedi, l'équipe de Opticaline et moi, nous avons pensé qu'il fallait vraiment finir avec un show. Assez souvent, les artistes, quand on finit une exposition, depuis quelques années, nous faisons ce qu'on appelle un finissage. C'est
pour clôturer une exposition. Et là, c'était le moment de faire le show finissage. Alors, comment il sera ce show? Qu'est-ce qu'il y aura exactement? Mais ce show, il y aura tout d'abord toujours l'exposition, la troisième carte blanche qu'on pourra visiter, que le public pourra voir. Mais ensuite, nous aurons un défilé avec une amie. Ah bon? Oui, justement, parce que à chaque carte blanche, je fais appel à un ami, une amie dans un corps artistique autre que le mien. Ben là, pour cette fois-ci, c'est une styliste guadeloupéenne que j'avais perdue de vue depuis quelques années. Perdu de vue. De vue. Et en fait, on a retrouvé cette vue grâce justement aux cartes blanches à Opticaline. Et je lui ai demandé pour justement cette dernière carte blanche, pour le finissage, de créer des modèles spécifiques à mathématiques avec Indigo, non moins. Et elle va présenter 5 modèles. Bien sûr, il y aura justement dans ce défilé aussi des lunettes présentées par Opticaline et un peu de maquillage de Thierry Lima, bien sûr. Alors, ça commence samedi à quelle heure? Samedi à partir de 11h jusqu'à 19h. Nous avons 2 temps forts, on va dire. On commence à 13h pour le premier défilé. Oui. Il y aura une dégustation de produits bien de chez nous avec un professionnel du domaine, non je ne dis pas tout, mais c'est certaines choses du domaine qui ancrent justement ce qu'on va proposer, ancre vraiment toute ma dimension de non moins Indigo. Oui. Indigo, il faut savoir que Indigo, c'est le seul endroit où on trouve l'indigo actuellement, c'est à Marie-Galante et je suis d'origine marie-galantaise. Ah. Et il y aura aussi un groupe de musique, je ne dirai pas le nom, ça sera la surprise. Pour gagner un coup de musique. Voilà, gagner un coup de musique. Et il faut venir voir ce show qui sera extraordinaire. Il y aura un happening aussi que je vais faire sur du tissu cette fois-ci. Alors je suis passé de la toile sur châssis, je suis passé sur le modèle vivant, le corps humain. Et pour la dernière, je vais passer sur le tissu. Thierry, bravo. Bravo, vraiment, beaucoup. Bravo, je le dis. Et moun qui attend nous, si on peut venir là samedi, ça vaut le déplacement. Oui, tout à fait. Terme, ça vaut le déplacement. Tout à fait. Ça mérite d'être vu. Venez voir ce show. Et ce n'est pas fini, puisque Opticaline, c'est le centre des arts. Il y a encore une autre actualité, Aline. Alors, l'autre actualité, c'est mon actualité, en fait, parce que j'ai le grand plaisir de remonter sur scène grâce à Madame Eliane. Je posais la question chaque fois, ça y est, c'est fait. C'est fait. Oui. Et donc on remonte sur scène, donc le Théâtre Vivant est de nouveau présent. Et nous aurons l'occasion de rencontrer notre public le 29, le mercredi 29 à Sonis. C'est d'ailleurs une soirée qui est offerte par Cap Excellence. Donc, c'est gratuit, sous invitation. Donc, les gens doivent appeler Cap Excellence et, pour pouvoir ou passer directement et récupérer leur billet. C'est autour de la vie de Gertier Archimède. Donc, c'est une pièce qui est extraordinaire parce que c'est là qu'on se rend compte que cette grande dame, si nous la nouiller la Jodla. Voilà, si nous la nouiller la Jodla, c'est vraiment le cas de le dire. C'est par rapport à ces mounassa. Et ils ont ouvert un chemin, et particulièrement pour nous les femmes, elle a ouvert un boulevard devant nous. Et si nous ne pouvons pas aller, si nous pouvons... si nous pouvons faire forme. Oui, c'est ça. C'est grâce à ces femmes-là qui n'ont pas eu peur d'ouvrir des portes et d'y aller vraiment. Dans un monde qui était particulièrement masculin, et elles ont osé proposer, ça a été la première avocate, premier député, et en fait, sa vie mérite d'être reconnue. Donc la pièce, c'est mercredi à quelle heure? Mercredi 29, à partir de 20h à Sonis. À Sonis, et j'ai aussi à Archimède, l'ami du peuple. Exactement. Oui, et vous êtes sur scène. Absolument. Avec ou sans lunettes? Sans lunettes. Sans lunettes. Ah. Donc je serai sur scène et c'est vrai que c'est un vrai plaisir de retrouver le public. Et c'est une très très belle pièce avec des acteurs remarquables. On a de jeunes acteurs mais qui font des performances extraordinaires. Et on a il faut venir voir. Oui. Vraiment. Et il faut le dire, mise en scène de
Madame Eliane Arnel. Très et elle est remarquable aussi, d'une grande générosité, d'une grande rigueur. Et la pièce est magnifique, la pièce est très très belle. Mercredi prochain. En tout cas, merci en tout cas pour tout, tout ce qu'on a vu. Oui, c'est vrai. Et tout ce qui reste à voir. Voilà. Alors, je clôturerai juste en disant, avant de partir en vacances, n'hésitez pas à venir voir votre opticien pour pouvoir resserrer vos lunettes, pour pouvoir redresser. Comme ça, au moins, vous partez avec vos lunettes en pleine forme. Nous sommes là, nous sommes présents. Les opticiens ne sont pas en vacances. Nous sommes présents et nous sommes là. Et je voulais vous dire vraiment un grand merci pour cette chronique. Merci pour la confiance que vous m'avez accordée. Je voulais remercier votre équipe qui a été toujours présente et qui a été vraiment remarquable. Et merci pour tout. Merci aussi à nous. C'est nous qui disons merci pour tout ce qui a été dit et qu'on a vu. Merci aussi à Thierry pour le travail fait depuis février. Et je sais que Thierry peut arrêter là. Non, bien sûr. C'est ballon, on comprend. Tout à fait. Ouais. OK. Voilà, il est 13h32. On prend la dernière pause. On se retrouve tout à l'heure pour clôturer le ZCL. Il y aura la chronique de Noémie. Et puis, on va terminer le journal tout de suite. Voilà, dernier retour sur le plateau de ZCL aujourd'hui. On devait recevoir l'ABC des entreprises avec notre amie Emeline, mais pour des raisons indépendantes de sa volonté, elle ne peut pas être là. C'est pas grave, on continue notre fonction et on va parler de ce séminaire de sécurité publique. Vous savez que c'est un domaine qui est particulièrement important aujourd'hui, la sécurité publique. Il n'y a pas une semaine ce qu'on apprenne que quelqu'un a été tué, qu'il y a eu des accidents, etc., mais surtout l'utilisation des armes à feu et des armes blanches. Olivier Félix a assisté à ce séminaire qui était d'une grande nécessité pour la réflexion et l'action. C'est un séminaire sécurité publique afin de faire le point, comme vous l'avez dit, sur l'état de la délinquance. Et malheureusement, on voit que la délinquance violente progresse sur le territoire de la Guadeloupe. Les homicides sont en forte augmentation. J'ai parlé également de la sécurité routière, où on est sur un constat qui est toujours dramatique, avec une augmentation des blessés graves et des morts sur nos routes. Si on a certains items, une certaine partie de la délinquance qui recule, les atteintes aux biens notamment dans les entreprises, on est particulièrement préoccupé collectivement par les violences faites aux femmes, les violences intrafamiliales, les homicides et les violences à main armée qui progressent sur notre territoire. En Guadeloupe, nous avons effectivement un département qui est vraiment impacté par la délinquance de toutes sortes. C'est souvent des agressions, des incivilités, ça peut être des vols à main armée, ça peut être des cambriolages. Donc effectivement, pour les communes qui se munissent de vidéoprotection, c'est un atout qui permet effectivement d'identifier les auteurs et de les interpeller. Solution, comme j'ai expliqué, en matière de sécurité, il faut la bâtir ensemble. La sécurité, c'est la problématique de tous, c'est la base de notre société. L'insécurité, c'est finalement le constat d'un désir moindre de vivre ensemble, de moins respecter les règles. Ça commence déjà, comme je l'ai dit, au sein des familles, en expliquant à ses enfants que porter une arme, consommer de la drogue, c'est mal. Ça se construit également entre les services de la préfecture et les collectivités, à travers toutes les réunions qui peuvent se produire, CLSPD, les conseils locaux de prévention de la délinquance, le financement d'actions de prévention, des partenariats avec l'éducation nationale ou des partenariats avec les associations qui luttent contre les violences, qui aident les victimes ou qui luttent contre les addictions. Donc la réponse, elle est collective, elle doit être globale. Elle ne sera pas instantanée, on le sait, vu le constat, elle sera longue et elle doit être partagée, elle doit être acceptée aussi bien par les Guadeloupéens que par les collectivités et mise en œuvre par tous. Malheureusement, la population, certaines personnes dans la population ne font pas cet effort et déposent un petit peu partout des immondices. Ça pose effectivement des problèmes d'incivilité, de désordre, de salubrité. Et donc il y a des dispositifs qui permettent effectivement de contrer ces personnes qui sont un peu en marge de la société, parce qu'on veut une société effectivement qui semble propre. Et donc, aujourd'hui, il y a des dispositifs qui permettent d'identifier ces personnes qui déposent un peu n'importe où, sur notre île, notre belle île, des immondices. Et aujourd'hui, on peut s'en prémunir, bien sûr. Voilà, il est exactement 13h42. C'est l'heure de la chronique de Noémie Milne. Je dépose ça là. On découvre, c'est parti.
C'est pas Lily du 32 qui est sur Twitter qui va me dire si j'ai le droit de parler ou pas. Prennent les images des enfants, les mettent sur des forums ou sur des sites pédophiles. Les sargasses ne sont pas encore considérés comme des dégâts catastrophes naturelles, alors qu'il y a des gens qui ne peuvent pas rester chez eux. Une enquête est en cours suite au décès d'une martiniquaise, Madame Yolande Gabriel, âgée de 65 ans, morte en août 2020, après avoir appelé le SAMU, le lendemain d'un passage aux urgences. Mediapart a diffusé la conversation téléphonique de Yolande Gabriel avec le SAMU dans son intégralité, et ce qu'on peut entendre est vraiment horrible. Okay. Il me dit bon, et j'avais un taux de tropoline encore élevé. D'accord. Bon. Il me dit bon, c'est bon. Et là, ça va pas. Je suis rentrée chez moi. Dès que je suis sortie de l'hôpital, ça a recommencé. J'ai été douleur, les douleurs plus fortes. D'accord. Bon, alors, madame. Oui. Ok. On va se calmer. Je vous ai entendu parler. Maintenant, il faut me répondre. Votre douleur dans la poitrine, elle est là depuis combien de temps? C'est pas ça. Madame, il faut vous calmer. Vous n'avez pas 36 000 médicaments à prendre. Je suis calme. Et vous ne savez pas ce que vous prenez comme médicament. Vous n'avez pas votre ordonnance avec vous? Oui, j'avais mon ordonnance. Ouais. Parce que, vous savez, c'est... Donc, madame, arrêtez. Oui. Les symptômes qui vous font rappeler, maintenant que vous avez été vu plusieurs fois pour votre problème d'embolie pulmonaire, puis là, vous y êtes allé par vous-même hier, c'est des nausées, c'est ça? Des envies de vomir? Je sens que j'ai envie de vomir, mais je vomis pas. Non, mais là, c'est la douleur qui me fait... La douleur qui me prend là. Et c'est la douleur. D'accord. Mais la douleur, elle vous a pas lâché depuis que vous êtes traité pour l'embolie pulmonaire? Ouais. Non, ça s'aggrave. Je vous entends plus. Si vous parlez pas dans le téléphone, on peut pas s'entendre. Ah là là. Je vous disais, la première fois... J'étais à Meaux. Oui. Et Meaux m'a dirigé directement à Jossigny. Et à Meaux, vous avez été hospitalisé? Pourquoi je sais pas le dossier? Bon, je vous entends pas. Mais putain, mais parlez dans le téléphone. Il y a clairement un mépris de ces professionnels de santé. Après cet échange, 1 heure plus tard, une ambulance privée est arrivée et est finalement décédée 1 heure après. De côté, il y a les défenseurs de ces professionnels de santé qui justifient leur acte par le manque de moyens de l'hôpital public, voire trouvant leur comportement tout à fait normal et la prise en charge excellente. Et de l'autre côté, il y a les défenseurs de Yolande Gabriel. Sincèrement, en tant qu'interne à l'hôpital public, j'ai été clairement choquée lorsque j'ai entendu cet audio, mais ça ne m'a pas étonnée. Le cas de Yolande, malheureusement, est loin d'être cas isolé. Première chose, une situation aussi complexe ne peut avoir pour seule explication un manque de moyens de l'hôpital public. Certes, il est bien réel, et ce depuis des années, mais elle ne justifie en rien le mépris et l'irrespect qu'elle a subi. Oui, l'erreur est humaine. Oui, se tromper de diagnostic, se tromper de prise en charge. C'est possible, on est tous humains. Oui, les soignants peuvent être surmenés, l'irritabilité étant l'un des symptômes du burn-out. Néanmoins, face à une personne qui est audiblement essoufflée, dire, je cite, « Mais putain, mais parler dans le téléphone », c'est tout simplement choquant et irrespectueux pour le patient. On est tous d'accord. Et cela nous amène au deuxième point de ma vidéo, la formation médicale en France. Il nous manque une chose cruciale chez nous que j'ai toujours remarqué dès mes premières années, dès les premiers stages. Il n'y a aucune évaluation de nos qualités humaines, à savoir l'empathie, l'écoute, le respect. Autrement dit, en France, une personne horrible peut tout à fait devenir médecin. Bien sûr, je ne dis pas que tous les médecins français sont horribles. Cependant, dans certains pays voisins, les professionnels de santé doivent passer des tests d'empathie dès la première année d'entrée en études de santé. Alors pourquoi pas nous? Durant mes études de médecine, j'ai rencontré des personnes extraordinaires, mais aussi des personnes exécrables, racistes, misogynes, et c'est loin d'être rare. Dans ce milieu, c'est banalisé. J'ai décidé d'ajouter des extraits de conversations publiques d'étudiants en médecine, voire de médecins, pour vous montrer à quel point, dans ce milieu, c'est normalisé. Tout être humain a droit au respect. Et pourtant, par moments, ça passe à la trappe, dans un milieu censé améliorer la santé des gens. En médecine, on nous apprend à suivre des directives, à nous déshumaniser selon certains, pour, paraît-il, mieux encaisser les choses difficiles. Lorsqu'on veut se séparer d'énergie négative, on suit une thérapie. Surtout, ce n'est pas mis en avant dans notre cursus. Troisième point, la santé des soignants.
En tant que médecin de l'hôpital public, nous rencontrons le médecin du travail à notre prise de poste, de façon systématique. Lors de cette prise de poste, il n'est même pas sûr de subir un examen clinique et un entretien psychiatrique. Il n'y a pas de visite médicale systématique organisée au cours de nos fonctions, peut-être parce que nous sommes professionnels de santé et qu'on estimerait qu'on devrait être capable de se prendre en charge soi-même, mais tout le monde n'est pas capable d'aller vers les soins lorsqu'il en a besoin, surtout lorsqu'il s'agit de soins psychiques. Même un soignant. Qui pourrait changer les choses? Nous politiques. Sauf qu'ils ne se préoccupent pas de cette situation. Combien de temps a-t-il fallu attendre pour que le numerus clausus, donc le nombre limite d'étudiants en santé admis en première année, soit supprimé? Et encore, le nouveau système n'a pas l'air d'être fameux. Quelles sont les mesures mises en place face à la pénurie de soignants, qu'on entend dans tous les médias maintenant? Suspendre des soignants, sans raison objective, fermer des services, autoriser par moment des soignants positifs à aller travailler pendant que des soignants négatifs étaient toujours suspendus. Et je précise, en anticipant les éventuels détracteurs, puisqu'on les connaît, réintégrer les soignants suspendus ne va pas combler le manque de soignants parce qu'il existait déjà avant la crise sanitaire. Néanmoins, ça augmentera légèrement les effectifs. Ce n'est pas négligeable. Petite parenthèse, ce genre de personnes qui excusent la discrimination par des principes loufoques vont vous répondre que de toute manière, la quantité de soignants véritables parmi les personnels suspendus est très faible. Parce que c'est connu qu'on a toujours eu des chiffres précis et représentatifs depuis le début de cette crise. Puisqu'ils ne sont pas si nombreux que cela, on en oublierait presque l'absurdité de leur suspension, l'absurdité du refus d'indemnisation de ces personnes, de ces travailleurs, qui étaient applaudis l'année d'avant. C'est vous dire la mentalité, parfois, qu'il y a au sein de ce milieu. Quelles sont les conséquences de toutes ces mesures? Une perte de chance pour les patients, une réticence grandissante vis-à-vis du système médical, notamment, encore une fois, depuis la crise sanitaire, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Nos représentants ont-ils l'air de s'en préoccuper? Parce que tout le monde en parle, je ne suis pas la seule à le dire. Ils sont au courant, puisque Brigitte Macron a inauguré un espace bien-être avec des canapés et des fauteuils massages dans un hôpital à Villejuif. Demandez-leur s'ils utilisent la salle. Un infirmier ou une infirmière qui est seul toute une demi-journée dans un service de 20 lits, demandez-lui si il ou elle a le temps d'aller dans cette salle bien-être. Ouvrir cette salle et la médiatiser, c'est nous faire un gros bras d'honneur. Ça fait des années qu'on pleure pour le manque de moyens de l'hôpital public. On ferme les lits, on suspend des soignants, on ferme des services d'urgence. La réponse, c'est faire une salle avec 3 fauteuils de massage. Tout porte à croire que tout ceci est volontaire. Je suis désolée, mais dire cela, c'est être un complotiste. Donc maintenant, on ne peut même plus essayer de réfléchir. Tout porte à croire que le but, c'est peut-être une privatisation du système de santé français. En attendant, les faits, c'est Yolande Gabriel, décédée après avoir subi du mépris médical, en guise de dernières interactions humaines. Ce sont des soignants surmenés, des services qui ferment, un hôpital public dont l'état se dégrade de jour en jour, des décompensations de pathologies en augmentation, notamment des pathologies psychiatriques, et personne ne fait rien. Voilà ce qui se passe en France, en 2022. Et pourtant, il y a pas mal de solutions qu'on pourrait essayer de mettre en place. Les études de médecine doivent, encore une fois, être réformées, mais pas réformées en envoyant des jeunes médecins contre leur gré dans des déserts médicaux, réformées en ajoutant des tests de qualité humaine, en ajoutant des cours de théâtre pour les personnes pour qui ce n'est pas inné d'avoir une relation avec un être humain, apprendre aux étudiants à annoncer un diagnostic difficile, apprendre aux étudiants à parler à des familles, améliorer finalement les critères de sélection et de formation au profit de personnes bienveillantes, propices aux soins et à la relation humaine. Organiser des visites régulières avec la médecine du travail afin de réaliser des examens physiques et psychiques, voire psychologue du travail s'il y en a. S'il n'y en a pas, en recruter. Donner plus d'attractivité au métier de la santé, au lieu d'en dégoûter les gens d'année après année. Solution évidente mais qui ne sera pas mise en place, donner plus de moyens à l'hôpital public. Parce que bien sûr, tout le monde n'a pas les moyens d'aller se faire soigner en privé. Apprendre des critiques et se remettre en question. Un médecin, c'est pas un dieu. Plus de communication. En médecine, parfois, on a peur de se dire les choses, peur de la réaction des collègues, peur de la hiérarchie. Certains sujets sont tabous. Moins de corruption dans le milieu, parce qu'il y en a aussi dans le milieu de la santé. Et dire cela, ce n'est pas être un complotiste, c'est être réaliste. Et enfin, dernière solution de cette liste non exhaustive, arrêter de fermer les yeux sur la souffrance des soignants. Mais bon, tout ceci est une utopie. Rien ne va changer. Voilà.
C'était donc cette chronique de notre amie Noémie. Eh bien, c'est pratiquement l'heure de la fin du ZCL. Je rappelle qu'en début de ZCL News aujourd'hui, on a reçu le maire de Lamentin, mais aussi président de l'association des maires qui est venu nous annoncer la mise en place jeudi prochain du salon, le deuxième salon des maires de la Guadeloupe, la MJ qui organise ça. Il est venu avec Jessica Compère. Ensuite, on a reçu Thierry Lima et Aline Mijoin, l'artiste, pour son show final qui aura lieu le 25, lui aussi. Et bien sûr, Aline Mijoin est venu nous donner les derniers conseils de fin d'année, de fin de saison, avant les vacances. Protéger les là, mais protéger les lunettes là aussi, quelle que soit la couleur. Et puis Noémie Mille, un petit focus sur les médecins. Autrement, l'actualité, on l'a vécu en direct avec vous, puisqu'on a parlé des députés qui sont allés, 2 députés, Max Mathiasin et Olivier Servat, qui étaient hier en visite au BIC du CHU. Ils ont dit exactement ça, ils ont dit en campagne là que ils ont porté manœuvre pour faire ces soignants-là retrouver l'argent à eux, travail à eux. On nous espère que ça qui marche, puisque nous voyons que Macron a donc une nouvelle majorité là, il n'est pas habitué avec ça, parce qu'il y a qui a fonctionné. On a aussi parlé de la semaine du dépistage du VIH, ça se fait à Trois-Rivières. Et puis, on a terminé avec la sécurité, séminaire sur la sécurité public, problème d'accident, mais aussi problème d'armes à feu et d'incivilité. Et on a entendu les différents responsables. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain à partir de 12h30. La réalisation est assurée par Yann Ibout. À demain.